obligée de faire ça. Mais change un petit peu dans ce qu'on a pu voir classiquement là dans la romantaisie ces dernières années. D'ailleurs j'ai regardé si j'avais pas loupé un tome ou une autre sortie, je ne sais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reading vlog et un nouveau reading vlog 100% auto-édition. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce vlog. L'année dernière, ça commence déjà à remonter. J'avais fait une wishlist spéciale des livres en auto-édition que j'avais envie de m'acheter. J'en ai beaucoup acheté depuis l'année dernière en auto-édition. Et j'avais envie de faire un focus particulier sur deux romans qui me donnaient extrêmement envie. Je viens de voir, j'avais pas tilté mais ils ont vraiment la même colorimétrie sur leur couverture. Et donc pour cette vidéo, je vais lire ces deux romans. Le premier c'est Lune et Serpent de Charlie Faro et celui-ci c'est Chimère des braises et de rêves de Ninon Iris H. Ici on est sur un harem inversé qui est pour le coup il me semble de la dark. Je pense pas que ce soit la dark romance mais en tout cas on est sur de la dark fantasy. Et celui-ci de Charlie Faro on n'est pas du tout sur ça. En tout cas ça fait partie de son multiverse. Du coup l'autrice a créé tout un multiverse. Elle a déjà énormément écrit. Charlie Faro c'est vraiment une machine. Et celui-ci en fait peut se lire sans forcément... Enfin d'ailleurs tous les tomes de son multivers t'es pas forcément obligé de les lire dans l'ordre pour pouvoir comprendre l'histoire, mais celui-ci est un petit peu plus à part de ce que j'avais vu en tout cas sur les vidéos de l'autrice. Je pense que vous avez compris là depuis l'année dernière j'ai envie un petit peu plus de m'intéresser à l'auto-édition et de découvrir un petit peu ces pépites qui je pense sont passées un petit peu sous mon radar. Quel dommage. On va pouvoir rattraper ça. Non mais regardez, j'adore ce type de page. On n'a pas ça dans l'édition classique, c'est je pense que ça doit être un petit peu plus coûteux, je ne sais pas, mais c'est beau. Les deux autrices je les ai découvertes sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ninon ça doit être, alors d'abord je pense que ça doit être les recommandations Amazon et ensuite j'ai dû découvrir son compte TikTok. Et Charlie je la suis depuis quand même un petit bout de temps, je sais plus si c'est 1 ou 2 ans, mais sur sa chaîne YouTube j'adore la suivre, j'adore les conseils qu'elle met dedans. Ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce qui concerne l'écriture et comment elle gère son multivers, ça me passionne. Enfin c'est pas la première fois que je vous parle de Charlie donc peut-être que vous ne découvrez rien de nouveau. Avec les arcanes de tarot c'est celui qui me donne le plus envie. Les arcanes de tarot je les achète petit à petit pour pouvoir les lire tous d'un coup, mais celui-ci je n'ai pas d'excuses. En lien avec cette vidéo sur l'auto-édition, je suis ravie, vraiment j'ai été très contente de les voir popper dans mes mails, de vous parler de la formation Licart. Et on dit bien Licart et pas Licares. S'il vous plaît, on arrête de faire des fautes en prononciation, ne faites pas comme moi. Licart c'est une formation pour les écrivains et très récemment aussi pour l'auto-édition. Et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus précisément de la formation en auto-édition. S'auto-éditer au début ça peut faire énormément peur parce que tu es là pour absolument tout gérer, toutes les étapes du livre. Tu peux, si tu en as les moyens, faire appel à des prestataires, mais sinon, et le plus souvent, les auteurs en auto-édition font absolument tout, de la création de l'ouvrage, donc je parle plus de l'écriture, jusqu'à créer l'objet livre, la communication, etc. L'auteur auto-édité fait vraiment tout. Et en ce qui concerne un petit peu plus le processus de l'auto-édition, donc sans vous parler du marketing, de la com, etc. Vraiment, comment on va s'auto-éditer. Licart du coup a créé une formation pour ça, et surtout que la formation est donc forcément adaptée aux pays francophones. Cette formation comprend plus de 45 heures de cours complets, disponible en replay et donc à vie, donc tu la payes une fois et si tu as besoin de revenir dessus pour améliorer certains points ou pour te souvenir de certains détails, il n'y a pas de problème, tu as accès à cette formation à vie. Il y a également 30 heures d'activité en direct, ça c'est vraiment pas mal. Il y a plusieurs points centraux dans cette formation. D'abord la stratégie à avoir pour pousser au mieux sa carrière en auto-édition et avoir quelque chose de réussi. Comprendre aussi le statut juridique d'un auto-édité, ça c'est le point pour moi le plus important parce que c'est ça je pense qui peut vous enlever pas mal de stress une fois que vous avez compris, que vous avez cerné, ça ira mieux dans l'administration française. Une autre partie aussi sur comment choisir ses plateformes de vente. Alors comme ça vous vous dites c'est une formation en ligne un peu tout seul chez moi, ça peut être un petit peu risqué. Ce qui est bien avec du coup Licart, ce qu'ils ont mis en place c'est que vous avez un accompagnement par projet personnalisé avec des professionnels. Et alors ça je l'ai appris du coup sur le coup parce que je connaissais la formation de nom, mais parmi les professionnels vous avez Jupiter Fanthéon qui est une autrice en auto-édition qui est très populaire, qui est très connue et qui a énormément de livres à son actif. C'est impressionnant son travail, toujours
toujours dans l'optique de vous rassurer parce que je sais que quand tu te lances dans ce type de projet, faut mieux tout savoir, c'est une formation qui est certifiée et c'est même la seule. Donc certifiée par l'organisme Calliope, donc c'est un label du ministère du Travail qui est reconnu par l'État français, ce qui fait qu'on peut financer cette formation par Pôle emploi / France Travail maintenant ou son entreprise. Donc là je vous ai parlé de l'auto-édition mais vous avez aussi une formation pour l'écriture et une également pour l'édition plus traditionnelle. Si vous voulez en savoir plus avant de regarder si ça vous correspond ou non, vous avez aussi des podcasts qui sont 100% gratuits et qui vont venir vous parler de différents exercices et de ce qu'ils font. Évidemment j'aurai tout mis en barre d'informations. Et vous avez également une réduction de 10% avec mon code promo qui s'affiche juste là. Très sincèrement c'est un projet comme je vous disais avec l'écriture qui me botte toujours. Je suis toujours un peu en hésitation, alors faudrait peut-être genre que je finisse tout ce que j'ai à écrire, mais de me pencher sur l'auto-édition c'est un truc qui je trouve qui me ressemble beaucoup par rapport à ce que je fais déjà aujourd'hui. Bref, en tout cas si vous êtes dans ce processus, dans ce projet là, donc tout est listé dans la barre d'informations et n'hésitez pas à solliciter votre entreprise si vous travaillez en salariat classique ou alors à vous rapprocher du coup de France Travail / Pôle emploi si vous avez envie de financer cette formation. Sur ce maintenant, en fait je sais pas si je vous résume les 2 livres maintenant ou d'abord si je vous en résume qu'un seul. Lequel commencer? Quelle est la question? On va le faire à la plom-plom. Ok. Du coup j'ai envie de commencer le Charlie Faro maintenant. Du coup on est sur un harem inversé, c'est une romance fantasy. Moi je le mets un petit peu plus dans la catégorie dark par rapport aux avis que j'ai pu lire sur Amazon, mais à confirmer une fois que je l'aurai lu. On a le personnage de Rei qui est fiancé depuis l'enfance avec l'héritier du gars de la famille qui a tué ses parents, ça démarre bien. Et en gros elle attend qu'une seule chose, c'est atteindre l'âge pour se marier avec ce gars là et venger absolument toute sa famille. Et à mon avis elle est très en colère et un petit peu sanguinaire sur les bords. Je pense qu'il peut quand même se lire rapidement. Je suis pas sûre de moi. Oh, j'avais pas vu. Ah mais si, je l'avais vu ça. Il y a des illustrations dans le livre. J'aime bien. Bon, allez c'est parti. Lord Bridgerton, ne souhaitez-vous pas... La partie est finie. Un éclairage incroyable. J'ai lu les 100 premières pages de Chimère et de Braise. Alors, je suis un peu perplexe sur le début. C'est même pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas, c'est que je trouve qu'on démarre hyper vite dans le truc en mode on est direct dans l'action, on est direct sur des passages assez crus, etc. Et en même temps, je comprends pas trop où nous mène ce démarrage. Je sais pas vous expliquer. J'ai l'impression de prendre une suite de séries. D'ailleurs, j'ai regardé si j'avais pas loupé un tome ou une autre sortie, je ne sais pas. Et ouais, du coup, le démarrage était un peu... Je trouve que ça commence à se calmer au bout de la première centaine de pages, à voir la suite, mais voilà, c'était pour vous laisser mes premières impressions. Je pense que demain je vais me faire une journée 100% lecture. J'ai enfin fait tout ce que je devais faire sur mon PC, je vais le laisser tout seul, tranquille, faire sa petite vie. Et du coup je vous en dirai des nouvelles demain.
Me revoici, je suis arrivée péniblement. J'aime pas trop dire ça parce que en plus quand ça touche à un roman auto-édité, je me dis que c'est pas ouf et que j'ai l'impression de mettre des bâtons dans les roues, mais si je dois être vraiment sincère, je bute beaucoup sur le texte. Alors pas le problème que ça ne soit pas fluide, pas un problème dans le world building, alors c'est quand même plus les tropes qui passent avant le world building, mais je trouve plusieurs lenteurs dans le texte et il y a des moments où on a des coups d'accélération et typiquement c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de romans. C'est pas nouveau ce rythme-là, du moins cette différence de rythme, mais je pense que l'univers est plus complexe que ce que j'ai réussi à comprendre. Je pense que soit j'ai beaucoup de moments d'inattention parce que en ce moment je suis un petit peu surbookée et du coup je passe à côté et genre il n'y a pas un truc qui arrive à me saisir pour que, enfin assez à me saisir plutôt pour que mon attention soit totalement captée. Et donc du coup au début on fait la connaissance de Rei qui en réalité s'appelle Lorelai. J'adore ce prénom. Elle vit déjà chez son promis. Au début j'avais pas bien saisi l'info, j'étais en mode elle est pas ailleurs? Non, en fait, elle est déjà chez le promis fatidique, non, ça veut rien dire ce que je dis, mais enfin, le fameux Callan. Alors, j'aime bien ce personnage et je pense qu'en ce moment, je fais pas mal de rejets de romantaisie. C'est soit ça passe, soit ça casse en ce moment, la romantaisie, soit j'en ai trop lu pendant un certain temps, et des fois, j'ai du mal à utiliser le terme romantaisie parce que on a mis cette étiquette-là, mais ça fait des années et des années que ça existe, et peut-être que le fait d'avoir cette étiquette-là et de inconsciemment plus en lire, ça me fait bizarre là de pas me voir avec ma frange, mais peut-être que ça fait que c'est un peu trop pour moi et que en ce moment vraiment c'est ça fait très longtemps que j'ai pas abandonné des livres. Ça veut pas dire que j'ai envie d'abandonner celui-ci, mais je pense que j'ai l'abandon beaucoup plus facile ces derniers mois où la romantaisie a été je pense au plus haut de ce qu'elle pouvait être. Je pense pas que ça fasse plus. Enfin bref, parenthèse fermée, mais je pense que c'est pour ça que je deviens de plus en plus dure avec ces fameux livres qui font partie de la romantaisie. On a ce fameux Callan du coup qui est le promis de Rei qui au départ apparaît comme très très froid. En même temps c'est un mariage arrangé, c'est hyper bizarre. Et de toute façon son but c'est de le tuer dès qu'ils sont mariés. Il est au départ donc assez froid et en fait une fois que le mariage est passé, il souffle le chaud et le froid. J'ai pas bien réussi à situer les subtilités qui font qu'il joue un petit peu avec les nerfs de notre jeune Rei. On a ensuite, c'est vers le début je crois, le personnage de Gideon qui arrive, qui est le garde assigné à notre protagoniste, qui lui, j'avoue, je l'apprécie beaucoup plus. J'aime beaucoup comment elle a construit ce personnage-là. Se rajoute du coup à l'arrivée de Gideon, l'arrivée de Keito, qui est un démon, plutôt un démon charismatique quand même. Et je disais au début de vlog que du coup, le début, il se faisait relativement vite. Je pense que c'était vraiment l'effet des 2 premiers chapitres, parce que après, on passe du coup sur une certaine longueur pendant quelques chapitres. Une fois ça, j'ai pu me mettre vraiment dans l'histoire, du moins plus que ce que j'ai pu être au départ, où j'avais l'impression de prendre le train en route. Il y a beaucoup de trigger warning dans ce roman. Non, je ne vais pas vous conseiller d'aller lire les avertissements, je vais vous les citer. Il y en a vraiment beaucoup, et il y en a un notamment que son oncle lui fait subir, c'est terrible. Je crois qu'elle les a écrits là. Donc trigger warning, lisez ces trigger warning. Je ne veux pas crier, mais je ne veux encore moins que quelqu'un se fasse du mal à cause d'un de mes livres, c'est tout l'inverse de ce que je désire. Alors par pitié, prenez soin de vous. Warning, ce roman est beaucoup plus sombre que mes autres romances, cela dit, je place l'intensité ainsi que le contenu au même niveau qu'une série comme Le sang et la cendre. Liste détaillée, peut-être non exhaustive, pour plus d'infos, blablabla. Alors du coup, violence physique, morale et émotionnelle, agression physique avortée qui aurait mené à une agression sexuelle, sur l'héroïne même, mais elle peut se défendre, suspicion d'agression sexuelle, pas sur l'héroïne et pas nommée, scarification, et mutilation forcée, pensées et discours faisant référence à une dépression, mention d'abus physiques dans l'enfance, deuil, mort et peut-être d'être cher, contenu sexuellement explicite consenti. Il y en a beaucoup. C'est le premier que je lis de l'autrice. J'ai aussi Narcissa dans ma pile à lire que l'autrice elle-même m'avait envoyé. Je pense que celui-là fera peut-être
plus effet sur moi que celui-ci. En tout cas c'est ce que j'espère et le résumé c'est à vous qui me tente toujours autant donc c'est bon si. En fait vu que ça enchaîne beaucoup de choses assez sombres qui sont dures à lire et que j'ai pas vraiment réussi à trouver l'équilibre dans la plume de l'autrice parce que je vois bien qu'il y a un équilibre dans la rythmique qu'elle fait mais j'ai comme à chaque fois l'impression de louper le pas ou de prendre la marche d'à côté. Là je suis arrivée aux 3/4 du roman, je vais finalement pas aller jusqu'au bout aujourd'hui, j'avoue que j'ai la rétine cramée, j'ai fait encore beaucoup de PC pour changer, j'ai hâte de trouver un autre équilibre moi aussi. Je suis arrivée aux 3/4 du roman, c'est pas que je comprends mieux la rythmique mais je pense que on a passé certaines étapes dont les vraies premières relations entre ces personnages là De manière un petit peu moins tendue. et je commence à prendre vraiment du plaisir à lire le roman. Donc encore une fois je ne sais pas si ça vient de mon état de fatigue ou si c'est vraiment moi qui suis passée à côté du roman parce que bon aux 3/4 on est quasiment sur mon avis final à moins qu'il y ait un plot twist encore de ouf et que en fait elle m'a retourné le cerveau depuis le départ. Je vous referai de toute façon un update demain matin parce que en fait il me reste quelques jours pour finir ce vlog, je l'ai étalé en fait sur plusieurs semaines, ça on ne s'en rend pas compte en montage je sais mais il a été étalé sur plusieurs semaines et du coup je prends du retard donc demain il faut que je lise à fond les ballons de Charlie Farrow. Tout le monde, on est le lendemain matin, j'ai fini ce matin pendant que j'étais en train de me réveiller dans mon plumard de chimères, de braises et de rêves. Je vous ai pas fait l'affront d'allumer la caméra parce que j'avais les yeux gonflés ce matin. C'était pas beau à voir. Qu'est-ce qu'on en pense finalement de ce livre là? J'ai monté les derniers rushs, donc ceux que vous avez vus juste avant où je vous débriefais. J'étais arrivée aux 3/4 de ma lecture, donc j'ai lu le quart restant, je pense qu'on devait être à 90 pages, 100 pages peut-être, je pense que c'est un peu plus. 100 pages d'ailleurs. Je pense. Et il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit et ça c'est le défaut de ne pas prendre sa caméra au fur et à mesure Emma pour donner ses ressentis parce que du coup Tu ne dis que le quart de ce que tu penses. je vais pas revenir par rapport au début où vraiment je marchais à tatillon et j'arrivais pas vraiment à comprendre à quelle vitesse on était. À la fois je trouvais qu'on rentrait vite dans les récits et à la fois il y avait quelques longueurs qui ont fait que du coup j'avais l'impression un petit peu de stagner, pourtant je voyais les actions quand même qui s'enchaînaient. On remarque que dans ce livre là la trope s'installe dès le départ, la trope du harem inversé. Je tiens à surligner que c'est très rare d'en rencontrer écrit par une autrice francophone. Déjà, j'en ai évidemment pas beaucoup lu, je pense que c'est à peine mon deuxième et donc mon tout premier avec une autrice francophone et c'est la première fois que je découvrais la plume de Ninon. Je l'appelle par son prénom. Calme-toi Emma. Je le redis, c'est vraiment un roman pour public averti. Ce que j'ai aimé, c'est que parmi tous les personnages qu'on va voir, et d'ailleurs il y a plusieurs créatures différentes, encore une originalité, c'est que là les caractéristiques physiques de ces créatures différentes, je vous laisse découvrir dans le roman, mais change un petit peu dans ce qu'on a pu voir classiquement là dans la romantaisie ces dernières années. Voilà, c'était un autre point un petit peu original que j'ai rencontré dans ce roman là. Mais du coup ce que je voulais dire c'est que j'ai bien aimé parce qu'il y avait quelque chose d'assez décomplexé dans ce roman, c'est que chacun des personnages pouvait être attiré émotionnellement ou physiquement par un ou plusieurs personnages et c'était ok et c'était amené de manière fluide sans que ce soit comme trop too much ou genre trop poussé vers le spicy, c'était juste ok et normal. Donc vous vous doutez bien qu'on s'éloigne un petit peu de un homme et une femme qui se rencontrent et sont faits pour être ensemble et ne connaîtront aucun autre partenaire. Il y a quand même quelque chose d'assez novateur dans le récit, ça je tiens aussi à le dire, même si du coup j'ai eu du mal à m'imprégner dans l'histoire, je ne sais pas si c'était parce que du coup j'avais du mal à imaginer ces créatures surnaturelles qui avaient un côté assez atypique ou alors c'est que je n'arrivais pas à vraiment cerner l'alchimie qu'il y avait entre nos personnages principaux ou à cerner plutôt leur caractère, c'est plutôt ça je pense le point que j'ai un petit peu galéré. Parmi la liste des trigger warnings que je vous ai cités, vous vous doutez bien qu'il y a eu des passages hyper durs, c'est dommage, je n'ai pas allumé ma caméra à ce moment là, mais on apprend beaucoup de choses sur notre personnage principal, donc Ray, qui a vécu des choses horribles, monsieur l'oncle, je vous déteste. Un passage précis, il y a beaucoup de choses qui sont hard à lire et qui font mal au cœur, mais il y a eu un truc, je pense que si certains l'ont lu vont peut-être avoir le même truc que moi, où ça m'a presque retourné l'estomac, genre j'ai senti que mon estomac fait voup. J'étais à la fois ultra inquiète pour elle
et à la fois tellement perturbée de lire cette horreur-là. Et je pense qu'avec ça, donne un bon indicateur sur la qualité de la plume de l'autrice. Et je pense que dans d'autres romans, en particulier Narcissa, que l'autrice m'avait envoyé, je pense que je peux dénicher chez elle un très gros coup de cœur. C'est pas celui-ci, c'est une lecture un petit peu en dents de scie. Ça sort peut-être un peu trop de ce que je peux lire dans le sens où il y a énormément de trigger warning et on est sur une fantasy assez dark. Je trouve que même si on avait pas mal de détails sur les créatures surnaturelles, sur leur fonctionnement, sur le passé un petit peu de sa famille à elle et de sa famille à lui, je trouve que le world building était en second plan et que les relations entre les personnages et que les tropes étaient elles plus mis au premier plan. Je pense aussi que c'était volontaire de l'autrice, j'imagine, mais je pense que du coup si j'arrive à trouver un roman où on inverse un petit peu les deux chez elle, je pense que je peux avoir un très gros coup de cœur. Mais là j'ai à peu près une journée et demie pour me consacrer le plus possible à Lune et Serpent de Charlie Faro, donc je devrais le lire beaucoup plus vite que de Chimères de braise et de rêves. Ça a tombé sur un moment où j'avais beaucoup de rendus à faire, autant pour des choses qui concernent mes réseaux sociaux, la bouquinade, ou des choses que vous n'allez pas voir en ligne puisque c'est des autres prestations que je fais à côté. Donc j'avais beaucoup de choses comme ça à faire, mais là j'ai fait le plus gros, donc je devrais être moins derrière mon PC et donc je vais pouvoir m'attaquer à celui-ci. Donc c'est un one-shot qui fait partie d'un multiverse. Donc Charlie Faro écrit un multiverse et qui est... Multiverse, hein, je ne sais toujours pas, si quelqu'un pourrait m'aiguiller s'il vous plaît. Donc elle a un multiverse, je crois aujourd'hui il y a plus d'une dizaine de tomes, autant c'est beaucoup plus et vraiment je dis des grosses bêtises, c'est fort probable. Mais donc voilà, elle a écrit un très très gros multiverse et j'avais envie de démarrer par celui-ci. Ce n'est pas du tout le premier qu'elle a écrit, mais en tout cas c'est celui qui me donnait le plus envie, et vu qu'elle fait en sorte d'écrire ses bouquins pour que tu n'es pas obligé de te taper le premier tome qu'elle a écrit en premier et ensuite enchaîner sur les autres jusqu'à tomber sur celui que tu attendais depuis le début de le lire, tu peux les lire un petit peu comme tu veux. Il me semble qu'elle a fait une espèce de suggestion pour les lire dans tel ordre. Pour ces deux livres, j'appréhendais un petit peu de vous faire ce vlog là parce que je suis l'autrice sur les réseaux sociaux et je me dis mais si je m'embarque dans un reading vlog et que j'aime pas du tout les livres, je fais comment? Déjà ça fait de la mauvaise pub pour elle et j'ai pas envie forcément de mettre un bâton dans les roues. Je sais pas vraiment si j'ai un impact. Pour des autrices francophones, nos auteurs sont tellement en galère que j'ai pas trop envie de ça. Et en même temps quand j'ai vu avec celui-ci que du coup il y avait ok des choses que j'avais moins aimées mais des choses que j'avais bien aimées, j'étais en mode ok bon c'est bon, normalement ça devrait le faire. C'était toute une réflexion ce vlog, il faut savoir. Dans ce livre-là, on arrive 500 ans après une pluie de météorites. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, cette pluie de météorites. Je ne sais pas. Je sais qu'elle a déjà expliqué ça dans ses vidéos, mais je ne sais plus. Je tentais de la chercher hier soir, mais il y a trop de vidéos. Donc, après cet événement absolument apocalyptique, l'humanité tend à s'éteindre parce qu'il y a de moins en moins de femmes, il y a beaucoup plus d'hommes, et forcément, pour engendrer la race humaine, c'est compliqué s'il y a moins de femmes. On va avoir deux personnages principaux. La première s'appelle Naomi, c'est une sorcière noire. Oui, c'est écrit, j'allais dire. Est-ce que j'invente ce détail-là? Non, je ne l'invente pas. Et Zachary, lui, est un loup-garou et il est le descendant, genre d'un loup-garou haut placé. J'ai mal écouté sa vidéo, hein. Naomi a un passé qui fait que du coup ses pouvoirs se sont réveillés et qu'elle a un seul but dans sa vie, c'est éteindre, tuer absolument tous les hommes qui se mettent sur son chemin. Lui, Zachary, souhaiterait aussi tuer son père. Ils ont des envies de vengeance les deux. Peut-être que ensemble ça fera une bonne équipe, on ne sait pas. On suppose, mais on ne sait pas. Et alors il y avait un truc que j'ai beaucoup aimé sur la 4ème de couverture, donc c'est ce passage là. Elle ne croit pas à l'amour, il s'y refuse. Naît-on un monstre ou le devient-on? Je te pose la question. Que seriez-vous amené à faire pour rester en vie? À leur place, auriez-vous fait mieux? Ben je ne sais pas. C'est un livre où l'autrice, comme pour celui de Ninon Iris H, elle joue beaucoup sur la ligne qui sépare le bien et le mal. Dans quelle perspective ça peut basculer, dans quelle vie, enfin à quel moment peut-on basculer de l'autre côté? Vraiment les couvertures, elles sont belles, pardon, mais à quel moment peut-on vraiment basculer dans ce côté obscur? Est-ce qu'il est vraiment si obscur que ça? Enfin bref, c'est un petit peu cette question qu'on va avoir et qu'on a déjà eu dans le tome précédent. Bien même, je pense que dans le tome précédent, dans le livre précédent que j'ai lu, je pense que je l'ai moins ressenti parce que j'étais plus accaparée par essayer d'adhérer à la
la lecture ou du moins de sentir un attachement particulier pour un personnage et je pense que j'aurais dû plus me focaliser en essayant d'apprécier la globalité de l'histoire et en me laissant porter et je pense que c'est ce qui a fait défaut. J'espère ne pas reproduire ce schéma. Sur ce, je vais commencer à lire cette bricasse qui fait, je crois, presque 600 pages. Un jour et demi pour le lire. Un jour et demi. Ça va être compliqué. Première update, je suis arrivée à la page 121. Ça se lit très très vite. Ce n'est pas un mythe. C'est très commun de ce côté-là, mais ça passe bien et le personnage d'Anna est plutôt sympa. Je suis arrivée page 220-225 du livre, donc je suis presque à la moitié. Ça se lit hyper bien. Pour vous raconter un petit peu plus de choses que ce que j'ai pu vous dire pour le résumé, donc on a le personnage de Zachary et Naomi. Le personnage de Zachary est donc un loup-garou, mais j'ai pas l'habitude d'avoir ce type de loup-garou. J'en ai eu qu'une seule fois. C'était dans un webtoon, mais alors c'était pas sur l'application webtoon. J'avais essayé de lire ça en anglais, je suis pas allée jusqu'au bout. En gros, le loup-garou, donc c'est un homme, mais à l'intérieur de lui, il y a aussi un loup, donc il y a comme deux entités qui cohabitent à l'intérieur de son esprit. Et donc il dit pas je, il dit bien nous. Et au début, ça me faisait un petit peu bizarre, et notamment dans la relation qu'il entretient avec Naomi, parce que du coup les deux se considèrent comme lui appartenant. Ensuite on est vraiment sur, c'est pas dit comme un coup de foudre, mais en tout cas moi je l'ai lu et pensé comme tel, parce que du coup elle va dans le château où se trouve Zachary et son père, donc forcément elle a son truc à faire, et puis elle dit en gros au père de Zachary qu'elle vient là un peu par instinct, et j'étais en mode oui. Il y a quand même un petit instinct parce que du coup dès qu'ils se découvrent tous les deux, dès qu'ils se voient, c'est quand même assez instantané et c'est réciproque. Donc en ce sens-là, on peut parler un petit peu d'un coup de foudre, quand bien même genre ça se déclare pas tel quel, ils apprennent à se découvrir. J'aime beaucoup le personnage de Zachary parce que il a ce truc qui est à l'inverse un peu des protagonistes masculins que j'ai l'habitude d'avoir, et en particulier dans de la romantasy. Je le trouve très intelligent, mais intelligent émotionnellement, et qu'est-ce que c'est agréable à lire par contre. Ça c'est un truc que j'apprécie énormément. Autre truc que j'aime bien et que j'avais déjà lu dans une des nouvelles de Noël de Charlie, c'est que elle y met de l'humour. On reconnaît tellement la personnalité de l'autrice dans les petites mimiques d'humour qu'elle met. Il y a tellement de passages que Zachary dit envers Naomi exceptionnels et qui sont hyper justes, et ouais, encore une fois, c'est un personnage qui est vraiment très intelligent avec ses émotions. C'est assez fou. J'ai pas encore mis beaucoup de post-it parce que je sais pas, en ce moment j'en mets beaucoup moins, mais par contre genre j'ai relevé cette phrase que j'aime énormément. Tu as dit que les monstres n'avaient pas le droit à l'amour, mais tu crois que deux monstres pourraient s'aimer. Genre il y a tellement de moments. Enfin bref, pour l'instant je passe un très bon moment de lecture. J'espère arriver page 300 pour le finir demain matin. Mais
C'était pas obligé de faire ça. Je viens d'arriver page 300 et des brouettes, je vais m'arrêter là et je reprendrai demain matin. Je dois me lever assez tôt donc je pense que j'aurai le temps de le finir. Rebonjour tout le monde, une fois n'est pas coutume, j'ai pas repris vraiment la caméra aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, j'ai passé une sale matinée. Et pour être très transparente, quand je suis pas dans un bon mood, j'ai vraiment du mal à allumer la caméra et afficher un sourire. Bon, je suis pas censée vraiment sourire pendant que je lis, sauf s'il y a un truc qui me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment du mal, il y a des moments où je suis incapable de filmer et je préfère ne pas me forcer, quitte peut-être à ce qu'il y a moins de vidéos ou là dans le vlog moins de clips. Mais ce matin j'étais aigrie quoi. J'ai donc fini ce matin le Charlie Faro. Oui c'est une marque les modes. Comment vous dire ça clairement? J'ai adoré. On n'est pas sur un coup de cœur, mais vraiment on est sur une très bonne lecture. J'ai vu hier soir en me trimballant sur les avis Amazon que en fait c'était le spin-off de la saga Honora. Je sais que la saga Honora c'est une des séries qui a permis, ce n'est pas la série qui a permis à Charlie Faro de se faire son nom, mais pour l'instant j'ai pas envie de me plonger dedans, j'ai plus envie de me plonger dans sa saga Les Arcanes, ça fait un an que j'en parle. Vous pouvez quand même le lire même si vous avez pas lu la saga d'Honora, y a pas de problème, mais je pense qu'il y a des détails que j'aurais dû savoir dans la saga d'Honora. Je sais pas si c'est compréhensible. Je pense pas qu'il y ait des trucs qui spoilent vraiment, mais... Donc on est dans un monde post-apocalyptique. Au début j'étais pas sûre parce que du coup on a au début un peu eu cette ambiance un peu médiévale et une fois qu'elle arrive dans le château, donc là où habite notre cher Zachary, il nous parle d'électricité qu'il a pu faire installer, t'es en mode ah vous avez ça. Donc on est dans un monde post-apo et paranormal parce que on a nos amis les loups-garous plus des sorcières noires immortelles. Je reprécise que c'est pas un livre tout public, au contraire on est plus sur un public averti comme Chimère de Braise et de Rêve. Vraiment les deux ils sont pour un public averti et on est vraiment sur deux anti-héros. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Peut-être le truc qui me manquait c'est que j'aurais eu envie d'encore plus creuser. Il y en avait, mais ça m'empêche mignon. J'aurais aimé d'avoir encore un côté psychologie des personnages peut-être encore plus creusé, encore plus long. J'en ai eu un petit peu plus par rapport à ici, mais j'avoue que pour les anti-héros, c'est le truc qui me fait kiffer, c'est connaître absolument tous les recoins de leur cerveau. Mais ce sont deux anti-héros qui ont été forcés d'être comme ça. Ils sont pas nés en mode I am the méchant. Et on est donc sur ces deux anti-héros, mais qui détruiraient le monde pour l'autre. C'est vraiment une relation où ce côté-là, le côté sombre qu'ils ont été amenés à développer dans leur vie, est aussi présent dans la relation. Quand bien même Zachary est un personnage ultra bienveillant, et une fois que Naomi se rend compte que c'est Zachary quoi, elle est un peu plus douce, mais il est vrai qu'ils gardent quand même ce côté-là tous les deux, et aussi un peu dans la relation. J'ai trouvé ça vraiment très beau, le respect et la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre, ça c'était hyper chouette à lire. Le consentement aussi, agréable. Et juste pour revenir par rapport à ce que je vous disais dans la relation, qu'il y avait ce côté anti-héros, c'est très mal dit, dans la relation, on n'est pas sur une relation toxique, mais il est vrai qu'ils gardent quand même leur trait de caractère. Aussi pour revenir, je dis les choses dans le désordre, pour le côté psychologie des personnages, on a quand même cette partie où on a l'introspection des personnages, mais il m'en fallait peut-être plus, parce que je pense encore une fois que les anti-héros, j'aime beaucoup en lire, surtout dans des univers comme ça, et que j'aurais aimé peut-être encore plus pouvoir comme mettre en pause le temps et mieux pouvoir voyager dans leur passé et dans leur manière de penser. Je m'attendais à la bataille finale de Zachary et ce monsieur, j'ai peur que si je dis le nom du monsieur ce soit spoilant, quoique on s'y attend presque dès le départ, je pense que c'est voulu. C'était peut-être un poil trop court, je dirais pas que c'était pas assez impressionnant parce que moi je vois ça, j'ai peur, mais il est vrai que j'aurais aimé que ce soit peut-être encore plus long. Et en parlant de... non, c'est l'inverse. Oh mes avis en ce moment ils sont vraiment... C'est compliqué de m'exprimer
aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que les chapitres soient assez courts, c'était pas des longs chapitres à rallonge et donc t'avais l'impression que du coup ce côté addictif était encore décuplé parce que il faut dire que ça se remarque tout de suite dans la plume de Charlie, elle y va cache-pistache, pas le temps de citer, mais elle a, je sais pas comment vous dire, ça me faisait un peu penser à dans la saga Lux, parce que je n'ai pas lu Le sang et la cendre, mais la saga Lux, il y avait un côté où t'avais tout le temps envie de continuer l'histoire, même si les chapitres étaient courts, tu te disais mais je vais, enfin t'as vraiment cette envie de tout lire d'un coup quand tu lis Lux, en tout cas c'est le sentiment que j'avais eu à l'époque, et c'est le sentiment aussi que j'avais retrouvé dans Les Étoiles de Nasheed, et c'est un sentiment que j'ai re-eu ici. Ça fait 2 fois un peu que je lis des romans où il y a vraiment le coup de foudre qui est mis en place dans l'intrigue. J'avais eu ça dans une New Romance de Alicia Garnier et Alfreda Envy, et là pour moi encore une fois on est sur ça, et je dois dire que je commence à y prendre goût. J'ai beaucoup aimé en fait la force de leur amour et surtout l'intensité qui est là dès le début, qui n'est pas forcément au plus haut qu'elle a pu être dans l'histoire, mais qui démarre quand même très fort. Je pense que je peux dire que j'ai été très surprise par cette histoire, c'était presque déroutant pour moi parce que du coup j'avais déjà lu donc une romance de Noël, donc je savais qu'on avait le côté un peu humour de l'autrice, donc je m'attendais à le retrouver, mais je pensais pas que ce truc addictif allait démarrer dès le début. Et rien que pour ça, chapeau. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. De toute façon, au pire, je reviendrai dans une autre vidéo en vous disant au fait j'ai oublié de dire ça. C'est la fin de ce reading vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis très contente de m'être enfin lancée sur ces 2 romans qui m'ont quand même beaucoup plu, mais comme n'importe quel livre que je peux piocher de ma bibliothèque qui fasse partie de l'édition classique ou de l'auto-édition. C'est un peu pour ça que j'avais envie de faire ce vlog, parce que moi-même j'avais une image qui pouvait être biaisée il y a 5 ou 6 ans, mais parce que je pense que dans mes études, dans les choix professionnels que j'ai fait, on est biberonné à l'édition classique, et ça me tenait à cœur de faire un vlog complètement dédié à de l'auto-édition et aussi à montrer qu'il y a de très belles choses qui se font, et ce n'est pas parce que c'est de l'auto-édition que la qualité sera inférieure, et je pense que ces livres le montrent bien. Si vous avez envie d'aller voir ce que font les autrices sur leurs réseaux sociaux, elles sont toutes les 2 très actives, je vous conseille un petit peu d'aller voir ce qu'elles proposent aussi dans leur catalogue parce qu'elles publient quand même toutes les 2 assez fréquemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu ou si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me mettre juste un petit emoji cœur. Ouais, un cœur, j'adore les cœurs. Ou me dire tout simplement si vous avez lu ou si vous avez envie de découvrir ces livres là. Et sur ce, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!